À la une, ferveur et passion se lisaient sur les visages des fidèles catholiques aux quatre coins de la Martinique. Le traditionnel chemin de croix rassemblait de nombreux paroissiens, comme au quartier Trenel-Citron ce matin. Hormis les chrétiens, une autre communauté fête la Pâque à partir de ce soir et ce pendant 8 jours. Les Juifs célèbrent Pessa, la Pâque juive, découverte dans ce journal. Et la Semaine Sainte se retrouve également dans l'assiette, des acras déclinés dans toutes les saveurs. Il était possible d'en déguster aujourd'hui au domaine en Griavla. Nous y étions. Ronald Gonzalez en jaune, le coureur de la pédale pilotine a remporté cet après-midi la seconde étape du Trophée de la Caraïbe, une course de 120 km entre Ducos et les Trois-Îlets. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette heure d'information. C'est l'un des temps forts de ce vendredi saint pour la communauté catholique, le traditionnel chemin de croix. Ce matin, aux quatre coins de la Martinique, les fidèles ont commémoré les étapes de la Passion du Christ. Au quartier Trenel-Citron, les paroissiens se sont recueillis en créole. Céline Chalonneau. Ils étaient une cinquantaine ce matin, jeunes et moins jeunes, partis pour commémorer les étapes de la Passion du Christ en créole. Et Jésus prit son caillou, béni aussi. Beaucoup de personnes avant qui n'avaient pas cette possibilité d'aller à l'école, comme mes parents, eh bien, ces personnes-là priaient en créole. Ils faisaient leur chemin de croix, même quand ils ne savaient pas lire, mais ils suivaient les stations. Et dans leur tête, ils disaient en créole leur souffrance, leur peine et tout ce qu'ils voulaient exprimer. C'est vrai que c'était vraiment très émouvant de vraiment se plonger dans notre culture, de redécouvrir qu'on a deux langues, le français et le créole, de pouvoir le dire avec nos tripes. C'était vraiment très beau, très bien orchestré, bien organisé. Cette année, les jeunes de la paroisse n'ont pas hésité à s'impliquer dans ce chemin de croix. À chaque station, des scénettes illustraient les prières. C'est quelque chose à la fois joyeux, émouvant. Certains, j'en aime pas, je ne sais pas pourquoi, mais s'ils aiment, peut-être ils auront de la chance d'être comme nous, faire des trucs de Dieu, être dans des rôles. Une ambiance détendue, de recueillement, qui convient à tous. Puisque nous sommes martiniquais, nous parlons créole, nous parlons le français. Ça ne me dérange pas. Mais comme je vous ai dit, j'aimerais bien que c'était le français. Mais il faut tout accepter. C'est le créole, c'est le créole. Ici, ce moment de piété n'interdit pas de profiter de l'occasion pour se retrouver entre gens du quartier. Ce chemin de croix rassemble tous les gens du quartier Trenel-Citron et on devait faire des activités plus comme ça pour qu'on se rencontre un peu plus souvent. Vous voyez ce chemin de croix, regardez le nombre de personnes qu'il y a et c'est un plaisir de se rencontrer ici à la cascade. Entre chants et traditions, chacun a apprécié ce moment de partage, plus que 2 jours avant la célébration de la résurrection du Christ et de la dégustation du matoutou. Ici, pour les chrétiens, la Pâque est l'une des fêtes les plus importantes. À partir de ce soir et ce pendant 8 jours, les membres de la communauté juive célèbrent quant à eux Pessa, la Pâque juive. Comment se fête-t-elle? Quelle est sa signification? Découverte avec Elodie Toto et Volana Razafi Manantsoa. Il est 11h précises ce matin lorsque les préparatifs de Pessah, la Pâque juive, commencent. Avant la prière, le rabbin allume un feu, une étape importante pour se purifier avant le début des festivités. Quand on brûle, ça s'appelle le chametz, le pain à base de levain. Brûler, c'est pour annuler, pour qu'il n'y ait plus d'existence. Donc on brûle le feu pour qu'on puisse brûler et on fait une prière que tout ça, ça soit comme de la poussière. C'est pas plus important que la poussière. Le feu est suivi d'une prière. Les Juifs redeviennent des esclaves hébreux et peuvent commencer à commémorer l'Exode. Pour cela, une multitude de rites tels que la confection du pain azim ou matzah. Mais au fait, pourquoi mange-t-on du pain azim durant cette période? C'est pour se souvenir des Juifs qu'ils ont pris la pâte sur leur dos, qui a cuit pendant la route. Et du coup, que ça fait la matzah. Donc pour se souvenir de ça, nous mangeons de la matzah cette nuit-là. J'aime Pessah parce qu'on mange la matzah. Une fête qui plaît aux enfants et qui leur est destinée. Ces rites ont pour but de leur transmettre l'histoire du peuple hébreu et la naissance du peuple juif.
qu'on dit qu'on fait tout ça pour que les enfants puissent poser la question, qu'après, on va leur répondre, en fait, tout ça, c'est parce qu'on était en esclavage et que maintenant, on est assis à table en liberté. Pour l'occasion, toute la famille s'est réunie. On est venu de Londres pour passer les fêtes de Pessah avec ma sœur, son mari et tous les enfants. Parce que Pessah, c'est un moment de fête, c'est une fête joyeuse. Et c'est très important pour nous de passer les fêtes en famille. Justement, quand on est tous ensemble, c'est encore plus joyeux. Un moment de joie qui s'associe à une découverte de l'île. On ne mange pas de levain, on ne mange pas de pain. On a l'habitude de manger beaucoup de fruits. Et c'est vrai qu'en Martinique, depuis que je suis arrivé, j'ai découvert énormément de fruits qu'on n'a pas l'occasion de manger tout frais et tout beau en région parisienne. Cela fait maintenant 1 heure que Pessah a commencé. Ce soir, une centaine de familles se réuniront pour le célébrer. D'abord à la synagogue, puis dans l'intimité. Les symboles de la Semaine Sainte se retrouvent également dans l'assiette. Aujourd'hui, les akras étaient à l'honneur au domaine en Griavla. On les décline dans toutes les saveurs. Voyez plutôt le reportage de Loïc Régis. Oh, ça, c'est la recette de ma grand-mère. Une tradition culinaire perpétuée au fil du temps. Un héritage familial qui revit chaque année dans cette cuisine pour le plus grand bonheur des clients. À côté des incontournables akras de morue ou de chou, on retrouve des goûts plus originaux, lambi, piment végétarien ou encore papaye. Les gourmands sont au rendez-vous. Ce sera difficile de faire un choix avec tout ce qui est proposé. Je vais tout prendre. C'est le meilleur choix que je peux faire. J'ai eu l'occasion de goûter quelques fois et comme c'est très, très agréable, j'ai beaucoup apprécié. Donc chaque année, je pense que j'y serai ici. Une journée de détente. Un plaisir garanti sans contrainte. C'est plus facile de venir et de les récupérer tout fait et bien fait. D'habitude, c'est moi qui fais les akras chez moi, mais aujourd'hui, j'ai décidé de me la couler un petit peu douce. Parmi toutes ces marinades, quelques saveurs sortent du lot. Aujourd'hui, bien sûr, les akras typiques chou, carottes, mais ce qui a le plus de succès quand même, ça reste crevettes. Crevettes et gambis, que les gens apprécient beaucoup. C'est la 10e édition de cette journée des akras. Le carnet de commandes ne désemplit pas. Pour satisfaire tous les palais, tout se prépare en amont. D'abord, il faut que je puisse effectivement préparer mes cultures en vue de cette journée. Donc, je suis en récolte la veille et donc je prépare tous mes ingrédients. Et des fois, ça m'arrive de travailler jusqu'à 1 h du matin pour que je sois prêt le matin. Parce que les clients arrivent très tôt et ils sont exigeants, ils veulent qu'on soit rapide et ils veulent que ça soit de qualité. Une qualité au service de la tradition. La dégustation d'akra a été respectée ici, en ce vendredi saint. L'autre star culinaire de Pâques, ce sont les crabes. Mais savez-vous pourquoi le crabe a-t-il une telle importance dans notre patrimoine gastronomique? Une conférence à ce sujet se tient demain au restaurant La Dunette à Sainte-Anne. Et notre invitée ce soir est la conférencière et sociologue Michèle Makaya-Zénan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes originaire de la Guadeloupe, conseillère municipale dans la commune de Morne-à-l'Eau. Alors, pourquoi le crabe occupe-t-il une place si importante dans notre gastronomie? Merci d'abord de nous avoir invités ce soir chez vous et bonsoir à tous. Le crabe, il est important depuis la nuit des temps. Nous avons d'abord été occupés, si vous ne pas occupés. Il y a eu d'abord les Amérindiens qui nous ont laissé une place culturelle et une place patrimoniale dans notre culture. Et aujourd'hui, nous poursuivons cette richesse qui nous est laissée. Donc ce sont des héritages séculaires qui nous laissent. Alors, outre la gastronomie, dans vos recherches, vous vous êtes intéressé également à la symbolique du crustacé. Chez nous, la dimension du crabe dépasse largement les frontières culinaires. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter à l'animal, il faut voir à partir de nos sens où est-ce que ça peut nous envoyer. Alors du coup, on regarde le crabe dans sa déambulation. Il marche en avant, il marche à reculons. C'est quoi la marche à reculons? Il est important des fois d'avancer, mais des fois il est important aussi de s'arrêter pour voir le chemin parcouru. Et même il se déplace également sur les côtés. Donc des fois c'est aussi cette vision que nous devons avoir, non pas seulement... Et sur sa symétrie également. Voilà, il y a une symétrie puisque vous avez 10 paires de pattes, mais en même temps que vous avez 10 paires de pattes, vous avez 4 paires qui sont semblables et 2 qui se distinguent. C'est aussi pour nous faire savoir que la perfection n'existe pas.
D'accord? Alors, sur la déambulation, c'est une manière aussi de savoir que nous, il est important que nous ne nous demandions pas trop, que nous soyons capables à certains moments de faire le point avec nous-mêmes, comme le crabe s'arrête. Alors, ça reste quand même assez amusant, puisque nous avons une certaine fascination pour cet animal, ce crustacé, mais nous le mangeons. Mais bien sûr, parce qu'il est là aussi comme élément de notre patrimoine alimentaire et gastronomique, nous l'avons dit tout à l'heure. Alors justement, nous associons le crabe à Pâques, une fête religieuse. Doit-on y voir une certaine croyance mystique? On l'a quand même un peu abordé. Alors, tout à l'heure, je vous disais à l'instant que le crabe, quand même, avant cette période de Pâques où vous allez trouver une grosse éclosion de crabes, il reste quand même sous terre pendant 8 semaines, un peu plus de 40 jours. Est-ce qu'on ne pourrait pas associer ces 40 jours à cette période de carême où le chrétien se retire sur lui-même pour se remettre en question, pour se refaire une santé psychologique, une santé religieuse, une santé psychique et redémarrer après cette nouvelle vie, tout comme le crabe qui après sa mue va grossir, va croître et pour devenir un autre crabe. Est-ce que nous ne devenons pas aussi un autre crabe, une autre personne après cette période de carême? Alors est-ce qu'on ne peut pas non plus prolonger la réflexion sur le fait que nous prenons ce crabe-là, nous le laissons pendant très longtemps, on va dire quelques semaines dans un enclos, nous le nourrissons. Donc là aussi, est-ce qu'il n'y a pas également un schéma assez mystique à... C'est-à-dire que nous avons toujours une réflexion que nous pouvons pousser. Alors là, c'est aussi par rapport au goût, par rapport à la chair qui va être transformée. Vous savez, on parle, le corps s'en va, mais on dit après qu'il y a l'âme. Alors, est-ce que derrière, il n'y a pas également autre chose? Nous avons commencé une quête qui est profonde et qui est longue. Donc, à chaque fois que nous découvrons, nous prenons un plaisir à partager avec l'autre, mais aussi à susciter l'intérêt, à relever les sens chez l'autre, à faire qu'il observe, qu'il entende, qu'il touche, qu'il regarde. Ce sont des réflexions que nous pourrons aborder avec vous demain lors de cette conférence débat. Mais pour terminer, je m'adresse à la politicienne également que vous êtes. Oui. Vous êtes dans la vie politique locale guadeloupéenne. Que pensez-vous justement des résultats des départementales avec à la tête... Chez nous en Guadeloupe, bien évidemment, d'abord en tant que femme, je suis contente, je suis fière, mais il ne faut pas oublier que c'est une politique sociale qui va être mise en place en grande partie par ce nouveau conseil départemental. Et nous savons comment il est important de prendre soin des enfants, de la famille, mais aussi des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite. C'est un conseil départemental aussi qui est transitoire, puisque nous avons 5 ans, qu'on le veuille ou pas, vers une nouvelle collectivité, que ce soit en Guadeloupe, et peut-être vous êtes plus rapide d'ici le mois de décembre. Très bien. Je prendrai plaisir à revenir pour le suivre de près. Michel Makaya-Zenon, merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain à la Dunette pour pouvoir justement dialoguer avec vous sur la symbolique du crabe. Tout à fait. Je remercie tous les organisateurs et ceux qui nous ont conviés aujourd'hui à être parmi vous. Alors dans l'ouvrage, ils vont pouvoir sortir également. Nous avons un temps imparti, nous aimerions sincèrement continuer avec vous très longtemps. Tout à fait. Mais rendez-vous demain à la Dunette. Demain à la Dunette pour se découvrir la symbolique du crabe dans l'espace Caraïbe. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous prendrons la direction du Carbet où une compétition de beach tennis réunit tout ce week-end licenciés et amateurs. Puis plein feu sur le Salante, la petite banquise. Fini les traditionnels œufs et cloches de Pâques. Nous découvrirons dans un moment les confections originales et artisanales des pâtissiers. Mais avant, direction l'île Sœur où Josette Borel-Lincertin a succédé à Jacques Gillot à la tête du Conseil général de la Guadeloupe. Nous en parlions il y a quelques secondes avec notre invité. Cette enseignante à la retraite devient la seconde femme à accéder à la tête d'une collectivité majeure après Lucette Michaud-Chevry, Linda Kayarsi. C'est la victoire vraiment du sérieux, la victoire de la clarté, la victoire de l'amour. C'est avec 32 voix sur 42 que Josette Borel-Lincertin est élue présidente du conseil départemental. Elle était l'unique candidate à la présidence. Le président sortant, Jacques Gillot, ne s'est pas représenté. Je crois qu'effectivement, il y a une nouvelle assemblée qui se met en place. Il est question maintenant de construire le pays Guadeloupe et je crois qu'on doit tout faire, travailler pour faire aboutir les grands dossiers parce qu'il y a quand même des enjeux importants. Josette Borel-Lincertin, une présidente portée par la Fédération socialiste avec le soutien de ses alliés, la FRAP, la Force de rassemblement abymien pour le progrès et le PPDG, Parti progressiste démocratique guadeloupéen. Désormais, elle rassemble au-delà de son camp.
On a fait une offre politique, une proposition politique. La population a bien compris et a plébiscité les socialistes et leurs alliés. Eh bien, Josette est là, femme tranquille, femme sage. On a travaillé, elle et moi, depuis plus de 12 ans. Bon voilà, on va continuer à la tête de la Guadeloupe. Et puis on doit préparer des échéances importantes, décembre bien entendu, et puis 2021. Faut-il changer? Comment? Avec quelle adhésion de la population? Il faut être prudent en matière institutionnelle. Nouvelle présidence et aussi une nouvelle feuille de route. Œuvrer pour les personnes âgées, mettre en place un plan Marshall pour une alimentation en eau, ainsi qu'une coopération renforcée entre la région et le département. Autant d'engagements pris pour les 6 années à venir. Nous avons des problèmes qui peuvent être gérés individuellement selon nos compétences. Mais il y a des problèmes que nous devons pouvoir certainement prendre à bras-le-corps à deux, les deux grosses collectivités, de façon à pouvoir mieux les gérer, mieux accompagner, vite apporter des solutions. Et je saurais être critique si les engagements qui ont été déclarés ne sont pas tenus. Mais je suis satisfait en particulier de sa volonté de participer avec encore plus d'acuité à la résolution des problèmes liés à l'eau. Par conséquent, sur ce sujet-là, je suis à 100% avec sa majorité. Élue à la tête du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin a annoncé sa démission du conseil régional, où elle siégeait en tant que première vice-présidente. À 74 ans, elle est la deuxième femme présidente d'une institution majeure en Guadeloupe, 30 ans après Lucette Michaud-Chevry. Direction le Carbet maintenant, où la plage du coin accueille pendant 3 jours une compétition de beach tennis. Un tournoi qui réunit licenciés et amateurs. Volana, Razafi, Manansoa et Elodie Toto. Raquette en main, pieds dans le sable, certains ont trouvé l'astuce pour lutter contre les brûlures, jouer en chaussettes. Sur les 150 compétiteurs ici présents, beaucoup sont des amateurs. Pour moi, c'est sport loisir, sport plaisir, donc je viens, je participe, je m'amuse surtout. Ça permet de progresser, de rencontrer d'autres personnes. Là, on a l'avantage que c'est un ITF, donc un tournoi international, où on a des gens un peu hors de notre zone. Il y a des Réunionnais, il y a ceux qui viennent de métropole aussi, de Saint-Barth, de Saint-Martin et bien sûr la Guadeloupe. Né dans les années 80 en Italie, le beach tennis est marginal dans l'Hexagone mais très populaire à La Réunion. En Martinique, il commence à se développer, notamment via l'organisation depuis 4 ans de l'Eco Beach Tennis. Bien plus qu'une activité ludique, le beach tennis est un véritable sport. Il faut une très bonne technique et en même temps il faut avoir un très gros physique vu que c'est dans le sable. Donc c'est un sport qui est très fun, qui est accessible à tous, mais à un certain niveau, c'est plus qu'un vrai sport, je dirais. Maintenant, les étrangers qui viennent, les joueurs étrangers qui viennent, ils font très attention, ils arrivent préparés, ils viennent pas s'amuser, ils viennent pas bronzer, ils viennent pas pour le petit punch parce qu'ils savent que les Martiniquais et les Antillais commencent à avoir un bon niveau. Rod est double champion de Martinique et 7e joueur français. Il est loin de prendre ce tournoi à la légère. Au niveau de la Caraïbe, c'est le 2e ou 3e plus gros tournoi de l'année. Donc une étape très importante qui débouche derrière sur les championnats de Martinique qui sont 1 mois et demi après. Donc sur le même lieu, donc ça peut servir aussi de préparation. Moi je pense qu'il y a 5-6 équipes qui peuvent prétendre au titre. Donc en tout cas chez les garçons. Chez les filles, c'est peut-être il y a peut-être 2 équipes qui sont vraiment au-dessus. Chez les garçons, c'est assez homogène. Donc je pense qu'on va avoir déjà dès demain de beaux quarts de finale. L'Eco Beach Tennis Martinique se déroulera jusqu'à dimanche. Les vainqueurs remporteront la somme de 1 000 €. Un nouveau venu dans la presse locale, le magazine Tom Pouce. Le premier numéro du mensuel vient de paraître. Un ouvrage gratuit dédié à la famille. Voyez ces précisions recueillies par Marie Tricot et Loïc Régis. Tom Pouce, c'est le petit dernier des éditions EPAG. C'est un magazine qui est gratuit, qui se voulait au départ semestriel. Vu la demande que l'on a eue, on risque de partir en trimestriel, voire plus après par la suite. C'est un magazine qui s'adresse aux familles, aux parents et qui informe vraiment la population locale de toutes les spécificités locales. C'est-à-dire à la fois des rubriques sur l'éducation, sur la santé, sur les loisirs, des bons plans, des bonnes adresses, quoi faire en Martinique. 3 types de magazines, un magazine en Martinique, un magazine sur la Guadeloupe, un magazine sur la Guyane.
prodige de la salsa cubaine en concert pour la première fois en Martinique. Michael Blanco et ses 13 musiciens seront demain soir à 20h30 sur la scène de la Palouza au François. Un répertoire qui s'inspire des bases du songo cubain avec une touche de modernité. Ambiance tout de suite. Nous venons afin de faire plaisir au public. Notre groupe est très dynamique. Nous revenons d'une tournée en Europe où nous avons connu un gros succès à travers 7 pays. Le groupe est assez jeune, mais possède une grande expérience. Tous les musiciens sont diplômés de l'école d'art de la Havane et sont connus à travers le monde entier. On n'a pas encore eu l'opportunité de rencontrer des artistes locaux, mais s'il y en a lors du concert, ce sera un plaisir de jouer avec eux. Los inicios de los inicios. Vamos allá, recordando ahí. L'information locale et régionale continue. Plein feu sur vos quartiers, tout de suite avec votre JT des communes. Bonne nouvelle pour les usagers du réseau Mosaïque. La CSTM a suspendu les blocages des sites de la CACEM. Les bus ont pu circuler normalement ce matin. Une rencontre en présence des médiateurs devrait se tenir demain. Pénalisés, en revanche, les habitants de la commune du Saint-Esprit. Les 1300 abonnés de la SME sont privés d'électricité. Les abonnés des quartiers Morne-la-Valeur, La Pignole, Providence ou bien encore du Châtel sont donc privés d'eau. Les équipes de la SME sont actuellement à pied d'œuvre pour assurer les réparations. Puis, attention, travaux. Notez d'ores et déjà dans vos agendas que suite à la première phase de travaux de mise en sécurité de la RN2 entre Saint-Pierre et le Carbet, le samedi 11 avril, on procédera à l'explosion des blocs rocheux instables, travaux qui se dérouleront de 10h à 14h. Prenez donc vos dispositions. Prudence et respect de la signalisation sont bien évidemment recommandés. Et sachez que pour ce week-end pascal, il est aussi possible de donner votre sang de 7h à 14h à la Maison du Don du CHU de la Minard. La caravane de l'EFS s'arrêtera également à Schœlcher de 8h30 à 13h sur le parking de l'hypermarché géant Batelière. Refermons ce JT des communes avec une immersion dans les cuisines d'un très apprécié salon de thé situé route de Didier. Fini les habituels œufs et cloches de Pâques. Pour l'occasion, la petite banquise propose à ses clients des confections originales, mais avant tout artisanales. Découverte de l'endroit ce soir avec Hubert Borny, les Michelet François. Vous avez remarqué que je fais partie des gens de goût. Alors pour Pâques, j'ai pu trouver une petite enseigne très agréable. Là-bas, on pratique et on fabrique le chocolat traditionnel de manière artisanale. Ça se trouve à Didier, tout près de nous. Vous allez voir un savoir-faire ancestral dans une petite maison. Regardez. Dans la tradition pascale, depuis de nombreuses années en Europe, on offre des œufs, du chocolat, des cloches aux enfants. Les œufs au chocolat seraient apparus à partir des années 1830. Chez cet artisan glacier, le chocolat est dans tous ses états. Il faut le fondre pour faire les chocolats, pour faire les moulages. Il faut le fondre, le mettre à une certaine température et mouler dans les moules par plusieurs étapes. Originaires du Jura, les propriétaires ici se font un réel devoir d'offrir la qualité en privilégiant des produits de tout premier choix. Nous, on est artisans pâtissiers, on fait très peu de chocolat. On en fait un tout petit peu à Noël et surtout parce qu'on n'est pas équipé pour les conserver. J'ai pas de vitrine à chocolat. Donc là, à Pâques, on fait les chocolats traditionnels de Pâques. L'artisan glacier ici est une femme. Depuis 13 ans, elle œuvre. On peut dire même qu'elle se consacre entièrement à son chocolat. Qu'il soit noir ou blanc, peu importe, poisson, œufs, cloche, elle maîtrise parfaitement son sujet. Il faut prendre du chocolat de bonne qualité quand même.
avec du beurre de cacao. Pas d'huile de palme ou d'huile végétale. Après les différentes phases d'exécution, passons à l'emballage. Les produits sont maintenant prêts à partir. On va vendre du chocolat de Pâques jusqu'après Pâques, quelques jours après Pâques encore. Mais on est vraiment des petits producteurs. Nous, on fait on fait des petites quantités, mais on fait toujours très bon. Voilà, vous tapez la poule, hein, là. J'enlève le surplus de chocolat Ouais. pour avoir une couche assez fine, sinon c'est trop épais. Voilà, on a découvert toute la technique artisanale dans cette petite enseigne. Voilà, désormais, vous savez où ça se trouve. C'est à Dizier, Fort-de-France. Revenons avant de se quitter sur l'événement sportif du week-end, le trophée de la Caraïbe. Le vainqueur de la seconde étape de cet après-midi est Ronald Gonzalez. Le coureur de la pédale pilotine a remporté cet après-midi donc cette seconde étape longue de 120 km de bitume. On retourne sur les principaux temps forts de cet après-midi avec Luis Sabas. Bras levé, Ronald Gonzalez passe la ligne d'arrivée et de belle façon. Le licencié de la pédale pilotine remporte la victoire après une course incroyable. Pour le Vénézuélien, tout s'est joué au niveau de Galoucha. Le maillot à pois passe le sommet de la côte en tête. Non loin derrière lui, son équipier, le maillot jaune, Jonathan Samidas, suivi de Cédric Eustache et Hervé Arcade, qui sont dans le coup. Le maillot à pois va conforter son avance. Derrière, le peloton se reforme et le maillot jaune semble contrôler la course au profit de son coéquipier qui creuse de plus en plus l'écart. Rivière-Salée passe encore en tête avec plus de 2 minutes d'avance sur ses poursuivants. Direction le Lamentin avec le dernier gros défi de cette course de 120 km, le Morne Pito. Une montée qui ne le freinera même pas. Ronald Gonzalez avale l'obstacle et c'est seul qui traverse Petit-Bourg avant de se diriger en solitaire vers la victoire. J'étais en super forme, c'était une belle journée, j'ai donc décidé de donner mon maximum. Si le Vénézuélien remporte la course avec brio, il faut aussi saluer la prestation et la longue échappée de Michael Laurent, de l'UCS. Il a animé la première partie du circuit avant de se faire rattraper par le peloton maillot jaune au pied de Galoucha. Il avait à cœur de montrer ses capacités après sa chute d'hier. J'ai fait mon maximum pour aller vers l'avant, pour essayer de grappiller des points, puisque c'est vrai, je suis dans différents maillots annexes. Bon, aujourd'hui, j'ai fait 2 points chauds et je suis assez satisfait. C'est vrai, sur le final, j'ai essayé de m'accrocher avec les gars, mais par rapport à la chute d'hier, j'ai fait des contractures. Très belle course, bien manœuvrée par la pédale pilotine. Il change de leader. On a vu que hier, c'était Salinas. Aujourd'hui, c'est Gonzalez. Mais on sait que Gonzalez, on le connaît. Hein, c'est un coureur qu'on a vu depuis l'an dernier. Et puis aujourd'hui, il a montré toutes ses qualités parce qu'il va récupérer le maillot de leader. Mais avec une belle avance, il a vraiment une très belle course de la pédale pilotine aujourd'hui. Le maillot jaune change donc d'épaule, mais reste au sein du même club, la pédale pilotine. Il revient à Ronald Gonzalez qui le portera demain pour la 3e étape de ce trophée de la Caraïbe. Résumé signé Luis Sabas et Michelet François. Votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani pour Antje PIA.